Bonjour et bienvenue à Sortir de la boîte, une série de podcasts qui met en lumière les organismes communautaires de la région. Je m'appelle Fabienne Aschermann et j'ai le plaisir de recevoir Louis Lacroix, coordonnateur de l'Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs. Bonjour Louis. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le studio de la télévision communautaire. Ben oui, merci beaucoup. L'Association coopérative d'économie familiale, plus connue sous le nom de l'ACEF, c'est un acronyme qui est plus facile à retenir que le détail. C'est quoi la mission de cet organisme-là? En fait, l'ACEF des Bois-Francs, c'est une association de consommateurs et de consommatrices. Donc, la mission, c'est vraiment de défendre les droits des consommateurs. Donc, lorsqu'ils ont acheté quelque chose, que ça soit pour une garantie, pour un bien qui est non fonctionnel ou quoi que ce soit, mais aussi c'est pour les défendre dans leur droit de pouvoir acheter des choses, c'est-à-dire d'avoir de l'argent. Donc, on fait aussi de l'aide à la planification budgétaire et puis aussi à la réduction de l'endettement, des choses comme ça. Donc, c'est en gros, l'économie familiale, c'est comme un ciseau avec deux lames, là. D'un côté, lorsqu'on a acheté le bien, mais surtout aussi être capable de justement d'acheter ce qu'il faut. C'est ça, de faire face aux dépenses courantes. Oui, c'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il est possible à la CEF de demander une consultation parce que au niveau de notre budget, on comprend pas comment ça fonctionne, il y a trop de sorties, pas assez d'entrées, et on aimerait apprendre à mieux gérer notre argent. Exactement, okay. Oui. Ça, c'est une partie du travail de la CEF. Puis aussi, une partie importante là, qui est la défense des droits collectifs. C'est-à-dire que les consommateurs, les consommatrices, là, comme collectivité, ont aussi des droits. Donc, de s'assurer, par exemple, qu'on a des lois de protection des consommateurs qui sont suffisantes, qui couvrent tous les aspects de la consommation. Oui. Puis aussi, c'est ça aussi les enjeux budgétaires, les revenus, de s'assurer qu'on ait un filet social là, pour les personnes qui puissent avoir des revenus décents pour couvrir leurs besoins au moins. Là. Donc, vous avez vraiment une mission quasiment politique, je dirais? Oui, mais c'est le cas, en fait, de tous les organismes, justement, de défense collective des droits. C'est-à-dire que l'humain ne peut pas vivre sans société. Donc, c'est un peu... Est-ce qu'il y a un exemple, Louis, qui te revient d'un mouvement collectif, peut-être plusieurs ACEF ensemble? J'imagine qu'il y en a plusieurs dans la province, où vous avez milité pour favoriser quelque chose ou pallier un manque au niveau de la consommation ou quelque chose qui manquait aux consommateurs. Oui, justement, tout dernièrement, là, l'année passée, on a d'ailleurs gagné un prix, les prix RITA, là, qui sont offerts par la Corporation là, de développement communautaire. On a fait avec d'autres ACEF une grosse campagne pour sensibiliser sur la question de la précarité énergétique. La précarité énergétique, ça touche au moins une personne sur 7 au Québec. C'est lorsque les personnes surtout pour se chauffer, doivent couper dans leurs autres besoins de base, comme soit l'alimentation, se vêtir correctement. Ou des fois aussi, c'est en raison de des problèmes de logement. Le logement est pas salubre ou est mal isolé. Oui, c'est ça. Ben là, ils sont obligés d'utiliser trop d'énergie, puis ça vient gréver leur budget. Oui. Donc, c'est ça la précarité. Puis on a fait avec d'autres ACEF une grosse campagne là, de signature de cartes pour démontrer l'appui de la population. Oui. Puis on a été porter ça au ministre de l'Énergie. Là, oui, d'accord. Ouais. Fait que ça, c'est une action là, qu'on a faite. C'est un enjeu au Québec. On s'entend que l'été est court et l'hiver est long. Ça peut être longtemps de se chauffer ou de s'assurer un minimum de confort si le bâtiment ne se prête pas ou est mal isolé ou mal entretenu. Exactement, oui. Ouais. Es-tu prêt à jouer l'imprévisibilité? Allons-y. Oh. Et voilà. Alors, souvenir pour toi, Louis. Tu peux sortir une carte bleue de ton choix. Au milieu. Puis je vais te lire la question qui est associée à la carte. Alors, Louis, dis-moi, quel défi
votre organisme ou toi-même avez-vous dû ou as-tu surmonté au fil des années ou dans le temps où tu travailles comme coordonnateur? Un défi qui te vient en mémoire ou dont tu as eu connaissance même avant que tu sois coordonnateur? Ouais. Ben moi, je suis tout jeune dans la CEF. Je suis rentré là en avril comme coordonnateur, donc j'ai pas. Quelques mois. Mes souvenirs sont tout frais, sont peut-être pas aussi révélateurs ou pertinents que ça, mais la CEF a quand même fêter ses 60 ans là, le 22 avril, le 22 octobre 2026. 2026, oui, c'est passé. C'est ça. Et puis elle a été fondée en 1966, donc, et puis rapidement, elle a été pratiquement sans activité parce qu'elle n'avait pas de financement. Et puis, donc, le financement des organismes communautaires, c'est vraiment quelque chose qui est crucial, puis c'est quelque chose qui se fait pas tout seul, là, surtout un organisme, pensons-le, là, comme la CEF, qui s'occupe de personnes qui ont des problèmes de budget, qui ont des problèmes d'endettement, de consommation. Eh bien, c'est pas parmi sa base de membres qu'elle va pouvoir récolter des fonds. Donc, ça prend un financement gouvernemental. Puis, donc, c'est allé jusqu'en 1973-74 pour que vraiment, là, elle ait une activité viable. Puis qu'elle soit reconnue, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Ben, la reconnaissance, elle l'avait depuis le début. D'accord. Mais la reconnaissance vient aussi avec une reconnaissance financière. Mais exactement, hein? c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Donc, oui, c'est-à-dire que là, il y a eu un changement de gouvernement. Puis, il y a des sources de revenus qui sont arrivées pour les associations, les ACEF, mais pour aussi plein d'autres organismes. Oui. Mais c'est de là l'importance de reconnaître par le gouvernement la place, puis justement l'importance des organismes là, communautaires. Oui, c'est ça dont vous faites partie. Oui, c'est ça. Oui, puis même je discutais dernièrement avec des anciennes, là, deux anciennes collègues, si on peut dire, deux anciennes coordonnatrices. Puis ce qu'elle me disait, c'est que même, tu sais, la CEF en tant que telle a participé, a été parmi d'autres groupes qui ont fondé, par exemple, le CLSC. Parce qu'au début, le CLSC, c'était un organisme communautaire qui a été repris par le gouvernement ensuite, mais qui ont fondé aussi la Corporation de développement communautaire, ainsi de suite. Donc, puis même qu'à l'époque aussi, la CEF avait, par exemple, un groupe d'achat pour réussir à baisser les prix de l'épicerie. Donc, des achats en gros, mettons, des gens qui se regroupent et qui achètent en gros. Ouais. Il y avait même une boucherie. Donc, parce que la viande coûtait tellement cher que... donc, pour permettre aux gens d'avoir un aliment... d'avoir accès à des produits plus chers. Oui, c'est ça, des protéines, il y avait démarré une boucherie. Incroyable. Comme un projet communautaire, C'est incroyable. En tout cas, tu parles de souvenirs. C'est sûr que c'était pas du temps où non, c'est pas mes souvenirs, mais c'est un souvenir assez remarquable quand même. Mais c'est ça. Étant donné, je suis comme privilégié aussi, étant historien, d'arriver à la CEF au moment où elle fête ses 60 ans. Donc, ça me permet de... j'aurais eu l'intérêt d'aller voir dans l'histoire, mais là, je suis d'autant plus autorisé à le faire. Oui, c'est ça, pour célébrer ses 60 ans, surtout avec des exemples comme tu donnes. Exactement. C'est assez étonnant, oui. Eh bien, voilà pour la carte souvenir, Louis. Je te propose de relancer le dé et puis de voir quel autre thème éventuellement va sortir. Merci. Oh. Ah, OK. Donc, on est dans un thème de curiosité. Carte jaune pour toi, Louis. On va essayer de... Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, Louis, est-ce qu'il y a un aspect ou des aspects de ton travail qui ont changé ta perspective sur la communauté? La communauté voulant dire les membres ou ton environnement géographique? Ça peut être dans la façon que tu l'entends. Ben, ça n'a pas changé, mais ça l'affine quand même, là, parce que justement... de rencontrer des gens qui viennent au quotidien à la CEF. Oui. Moi, je fais pas à proprement dire de consultation, mais je les accueille souvent. Souvent aussi, j'accueille
c'est moi qui va prendre un appel téléphonique puis qui va avoir le début de la problématique puis je vais pouvoir transférer le dossier. Là. Oui. Fait que, ça me montre que dans chaque histoire individuelle, ben c'est ça, il y a une partie individuelle qui est propre vraiment à chaque personne, mais qu'on peut aussi mieux connaître notre société, mieux connaître ses travers. Là, dans notre cas, souvent... oui, c'est beaucoup les travers, finalement. Oui, ses abandons, tout ça, mais aussi... on voit les gens aussi se démener avec ça, puis on voit la force des gens, puis malgré que des fois, ils sont dans des périodes de leur vie que c'est très difficile, ils peuvent avoir des problèmes d'épuisement, des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé carrément absolument. Aussi. Par contre, ils font la démarche de venir chez vous. C'est ça. Ça veut dire qu'ils ont quand même un mouvement, peut-être qu'on leur en a parlé ou quelqu'un les a incités ou ils le connaissaient, mais il faut aussi avoir un certain courage, je dirais, pour dire j'ai vraiment de grandes difficultés, j'ai besoin d'aide. Ouais. Pas facile de demander de l'aide. Non. Ouais. Non, mais souvent, c'est ça, c'est que les gens, à un moment donné, sont arrivés à une certaine... sont arrivés au bout du rouleau ou au fond du baril, employons les métaphores qu'on veut. Mais puis là, ben, ils font le pas d'appeler. Mais un coup, souvent, ce qu'on remarque, c'est un coup qu'ils ont appelé. Ils sont prêts à prendre... ils prennent le taureau par les cornes. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'ils arrivent, est-ce que la plupart des personnes qui viennent à vous pour faire le ménage dans leur budget ou pour voir comment ils peuvent sortir d'une situation critique, est-ce qu'ils attendent, dans la majorité, que leur situation soit vraiment très complexe ou est-ce qu'il y en a déjà qui... ou voient arriver les choses et vont se dire avant que ça devienne plus compliqué, je vais aller voir ce que je peux faire. C'est sûr que ça dépend un peu de la personnalité de chaque personne, mais quand même, l'argent, c'est tabou. Avoir des problèmes d'argent, c'est difficile à se l'avouer soi-même souvent. Donc, oui, ça arrive souvent là, qu'on a des situations, puis on va être obligé d'arriver à d'accompagner la personne à accepter qu'elle va avoir une faillite. Là, ça arrive. Donc ça peut faire partie des possibilités. Oui. Mais en même temps, on accueille les gens, puis on regarde le portrait général avant de poser un diagnostic, parce que des fois, il y a une dernière solution à prendre. Les gens aussi... des fois, n'ont pas fait leurs impôts. Nous, on ne fait pas d'impôts, on n'a pas de service d'impôt à l'ACEF, mais quand même, c'est important de faire ses impôts parce que souvent, en fait, à un coup que tu vas avoir fait ton rapport d'impôt, tu vas avoir un retour de crédit d'impôt. Donc, souvent, les gens n'ont pas fait leur déclaration. Leur déclaration. Puis là, puis ça aussi, là, ils sont... c'est comme un devoir qu'on devrait faire, mais là, ils l'ont pas fait, donc ils ont un peu honte de pas l'avoir fait. Mais, n'hésitez pas, vous pouvez venir... en fait, nous, on n'en fera pas, mais vous pouvez venir, on va vous indiquer où, là, entre autres. Les ressources pour être accompagné, quand même. Oui, c'est ça. Donc, vous ne faites pas de l'accompagnement pour aider une personne à faire sa déclaration d'impôt. C'est ça. Vous êtes capable de la diriger. C'est ça. Puis un coup qu'elle est faite, là, il peut revenir chez nous avec ses... pour la suite de son dossier personnel. Puis là, dire, est-ce que tu as pensé à demander tel crédit, tel... Oui, c'est ça. Donc, des fois, ça peut être un manque de connaissances. Ça peut être aussi un manque de pratique à jongler avec un budget, une personne qui n'arrive pas trop à apprécier ou qui vit au jour le jour ou d'un salaire à un autre salaire. C'est ça. Est-ce que ça fait partie de ce type de clientèle-là ou est-ce qu'on peut trouver des gens qui ont des très grands revenus mais qui tout d'un coup ont trop ambitionné? Il y a une question de revenus aussi, mais est-ce qu'on associe ça, c'est ça ma question, est-ce qu'on associe ça davantage à tout ce qui touche à la pauvreté ou à des revenus extrêmement bas? Ou ça concerne vraiment, dans votre association, vous rencontrez des gens qui ont des revenus quand même plus qu'acceptables? C'est-à-dire que la CEF, c'est ça, oui, on lutte contre la pauvreté parce que c'est une question de droits humains, mais la CEF est ouverte à tout le monde. On ne refusera pas à personne de venir consulter puis faire son budget parce que
tu peux avoir des bons revenus. Oui. Si tu as une consommation qui est pas... qui est pas... approprié, ben, tu vas avoir de l'endettement. Ah, oui, c'est ça. Puis là, tu peux avoir des problèmes. Puis même avant d'avoir des problèmes, ben, il y a des situations dans la vie qui changent. On retourne aux études, on va aux études pour la première fois même, là, pour un étudiant. C'est une nouvelle situation, c'est souvent une perte de revenus parce qu'on n'a pas le temps de travailler. On a un enfant, on a 2 enfants, on se sépare, on perd son conjoint, sa conjointe, parce que la personne décède. Oui. Donc, on achète une maison. Puis même avant d'avoir des problèmes, ben, justement, on a un projet. On veut acheter une maison, on veut acheter un auto. Ben ça peut être pertinent aussi de venir à la CEF parce que de voir, ben est-ce que j'ai quel type d'auto je vais pouvoir m'acheter, oui. Quel type de maison je magasine, est-ce que je vais être capable de payer l'hypothèque et faire face aux dépenses. Faire face, exactement. Oui, c'est ça, OK. Donc, vous favorisez le jugement aussi, c'est-à-dire que la personne peut être proactive dans ses décisions. Exactement. Ouais, oui. Ça. En fait, c'est tout le temps les personnes qui décident. Nous, on les accompagne pour dire, ben, tu sais, dans un budget, il ne faut pas oublier de mettre l'épicerie, il ne faut pas oublier de mettre les loisirs, il ne faut pas oublier de mettre la culture aussi. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier de mettre vos paquets de cigarettes si ça existe. Si vous prenez le restaurant, donc... c'est mettre en lumière toutes les dépenses. Exactement. Des choses qui nous paraissent naturelles ou auxquelles on ne pense pas, mais qui sont vraiment des dépenses. Souvent, c'est ça. Oui. Puis il y a des dépenses qu'on pense qu'on peut éviter, mais qu'on peut pas éviter. Tu sais, que le loisir, tout le monde a besoin de loisirs. C'est sûr qu'il y a des loisirs qui coûtent plus cher que d'autres, mais tu peux pas dire « je vais couper tous mes loisirs ». Tu vas tomber en dépression ou ou faire d'autres choix aussi. C'est ça. C'est sûr. C'est sûr que si on parle des besoins de base, les loisirs sont pas dans les besoins de base quand même. On va parler de se nourrir, de se loger, de se vêtir. Ben, c'est de plus en plus, justement, même en psychologie, là, on se rend compte que les loisirs, puis même un besoin qu'on donnait, par exemple, un besoin plus éloigné, comme la réalisation de soi. De soi, oui. Tout être humain a le besoin. Il ne réussit pas toujours à l'atteindre, mais tout être humain a le besoin de se réaliser. Oui. Puis ça fait, on pense que c'est pas un besoin de base, mais c'est quand même, c'est un besoin. Si c'est dans la nature humaine, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a des besoins. Tu sais, si tu manges pas, tu vas mourir. Si tu bois pas, tu vas mourir. C'est ça. Là, c'est plus immédiat. On peut parler de besoins immédiats. Et j'imagine que vous priorisez aussi. C'est certain qu'il faut assurer à la personne qu'elle puisse se nourrir et être logée dans des conditions décentes quand même. Là. Oui. Puis... Mais c'est ça, tu sais, dans la société où on est, ben, avec l'aide sociale qui couvre à peine 50% de ce qu'on appelle les besoins de base, justement, ben, on se rend compte que on est loin de favoriser ça, puis c'est entre autres pourquoi il y a des organismes communautaires qui ont leur raison de vivre, là. Oui. Puis, mais tu sais, il y a des... Puis ça fait partie, on disait que la CEF est politique, là, c'est ça, ça fait partie quand même des nécessités de... Oui, c'est ça. Puis on est d'ailleurs, c'est ça, on est reconnu par le gouvernement, puis une de nos reconnaissances, c'est justement d'être un acteur politique non partisan. Ça veut dire qu'on est politique, mais on est non partisan au niveau des partis politiques. Oui, c'est ça. Mais on peut être... C'est un peu une boutade, là, mais on peut être partisan pour les droits humains. Oui, exactement. On peut être partisan pour la justice sociale. Et vous pouvez déclencher l'alarme aussi parce que vous travaillez avec la population. Donc, si vous agitez le drapeau rouge, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller observer de ce côté-là au niveau de la population. Je pense que tu as encore le temps de jouer au dé. Louis, oui, si tu veux bien le lancer encore une fois. Attends, peut-être relance-le parce que je veux enlever mes mains. OK, défi pour toi, Louis. Alors, une carte orange sur le thème du défi. Orange, là, c'est celle-là, ouais. Oui, exactement. C'est bon. Et voilà. Merci.
Alors, Louis, voilà une question pour toi qui est fraîchement à la coordination de la CEF, parce que c'est une question qui concerne le futur. Ouais. Alors, Louis, quel défi prévois-tu pour le futur de ton organisme? Quel défi prévois-tu pour le futur de ton organisme? En fait, le défi, c'est pas qu'on va manquer de personnes qui vont venir nous consulter, mais c'est surtout justement, je pense que le défi, c'est carrément de changer la société puis d'essayer d'avoir une meilleure justice sociale. J'abordais justement juste la question de l'aide sociale, qui selon moi, c'est un scandale. Là. Puis après ça, parlons pas non plus du salaire minimum, qui permet pas de sortir de la pauvreté, alors qu'on dit tout le temps, ben va travailler, tu sais, si tu veux sortir de la pauvreté, ben va travailler, mais à 35 heures, au salaire minimum actuel, ben on sort pas de la pauvreté. Donc, ça aussi, c'est un autre scandale. Puis tandis que au Québec, ben on a de plus en plus de millionnaires. On a pas tout à fait un milliardaire, mais on a, tu sais, je veux dire, puis, mais en tout cas, dans le monde, les milliards, on a maintenant quelqu'un qui va être trilliardaire, là, je crois. Donc, tu sais, c'est la redistribution de la richesse. Donc, il y a un écart qui s'accentue, mettons, entre la classe moyenne, peut-être, qui s'en va davantage vers l'appauvrissement. C'est ça, exactement. Puis une classe supérieure. Donc, au niveau des revenus, oui. Oui. Surtout, justement, là, on voit avec l'inflation, puis... c'est un sujet, l'inflation, quand même, parce qu'il faut composer avec ça. Oui, l'inflation, particulièrement des logements, là, c'est vraiment... C'est un enjeu social, quand même. Oui, on a beaucoup de personnes qui nous contactent là, parce que ça demande si comment, avec le loyer qu'ils ont accepté, comment est-ce qu'ils vont être capables d'accepter. Oui, c'est parce que les gens, c'est pas dire que tu aurais dû accepter un loyer. Il y en a pas de logement moins cher. Oui, c'est ça. Donc, à un moment donné... Donc, on peut être un très bon gestionnaire, on peut avoir de bonnes capacités de gestion de budget, mais on peut vraiment vivre la pauvreté et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'est pas capable de jongler avec l'argent de façon réfléchie. Ben, je pense qu'un bon test de gestion, ça serait de donner à quelqu'un le portefeuille de quelqu'un qui est à l'aide sociale, puis de dire, ben, fais 6 mois avec ça. C'est ça. C'est une expérience, je pense, qui avait été expérimentée il y a bien des années. Qui a été faite sur Victoriaville, avec les conseillers municipaux. Je me rappelle plus en détail, mais je me demande si c'était pas la CEF qui les a, ou peut-être d'autres organismes en lien avec la pauvreté. J'étais partie de l'expérience. Tu as fait partie de cette expérience. C'était avec, qui c'est qui avait lancé cette expérience? C'était avec le collectif de lutte contre la pauvreté, c'était avec ça. la GEPA. Donc, et puis, oui, c'est ça. C'est un exercice qui se passe sur le temps d'un dîner. Ou d'un souper, mais d'un temps d'un repas, qui s'appelait le buffet des inégalités. Donc, on donne de l'argent de Monopoly aux personnes, et puis on portionne les rations pour que ça soit la même ration que quelqu'un aurait pu s'acheter, mettons, au milieu du mois. Parce qu'on ne parle pas de la fin du mois. OK. Et puis... Mais c'était en lien avec le revenu minimum? Mettons, non, l'argent c'était vraiment en lien avec... on avait des gens qui recevaient au sort, autrement dit, le revenu de l'aide sociale. Oui, d'accord. D'autres, le revenu, justement, de tant de dollars. Du travailleur ou de la travailleuse je comprends. Au salaire minimum. Oui. L'autre, justement, avait un salaire de milliardaire. Je comprends. Puis là, les gens, mangeaient à la fin qu'ils pouvaient manger selon le revenu qu'ils ont. Donc, c'est une expérience qui est très... qui à chaque fois que je l'ai expérimenté, on voit les gens ont faim parce qu'on leur dit pas qu'ils vont... donc, ils mangent pas plus. Puis, ils ont une réunion souvent le matin. Et puis, donc, les gens ont faim et ils n'ont pas la possibilité d'acquérir ce qu'il y a sur le buffet. Puis le buffet, lui, il est totalement bien garni. Alors, ça crée vraiment souvent les sentiments remontent. Puis, ce sont des expériences que vous faites donc avec des personnes comme des conseillers municipaux ou des gens qui sont décideurs. C'est ça. D'autres. Donc, d'expérienter ce que c'est que de composer avec un montant. On l'a même fait aussi faible, avec un regroupement provincial d'organismes. Donc, des coordonnateurs comme moi. Là.
Puis à la fin, c'est ça. Donc, c'est de faire vivre quelque chose de très concret par rapport à l'alimentation. Avoir faim. Avoir faim. Faire vivre, avoir faim. Oui, c'est ça. Puis c'est ce que les gens à l'aide sociale, on pense qu'on est dans un pays où tout le monde, justement, peut obtenir... mais non, les personnes à l'aide sociale ont faim. À chaque... peut-être pas à chaque jour, mais à chaque mois, au moins quelques jours dans la... Ça devient critique. Dans la semaine. Mais, donc, quand tu as faim, ben tu es plus irascible, tu es plus vulnérable, tu es plus... puis en plus, avoir faim de façon régulière, c'est pas bon pour la santé non plus. Tout à fait. Puis sans avoir faim, ne pas avoir la possibilité non plus d'acheter des aliments variés. Et donc, ça aussi, ça... Donc, la précarité là, d'argent. Donc, un défi, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre aux gens que il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il faudrait le changer. Oui, tout à fait. Ouais. Pour conclure, Louis, parce que gentiment on achève notre rencontre, est-ce qu'il y a une date ou un événement que tu aimerais nommer en lien avec la SEV, peut-être dans votre calendrier 2026? Bon, là, tu as parlé des 60 ans quand même. Ouais. J'imagine que ça va être des discussions avec votre conseil d'administration, avec tes collègues. Oui, on a déjà eu quelques activités, là, comme dernièrement, le 18 février, on a eu une conférence avec Isabelle Thibault et Jacques Nantel. Isabelle Thibault est anthropologue sur la consommation, puis a travaillé dans un SF. Jacques Nantel est professeur de marketing. Donc, vous voyez le duo un peu improbable, gauche-droite. Ouais. Alors, c'était très intéressant. Puis... donc, à venir, suite justement à cette conférence-là, on va avoir un atelier d'éducation populaire autonome. Donc, ça va être présent, là, on va faire un événement sur notre page Facebook. Oui. Puis, donc, on va reprendre, parce que le thème de la conférence était sur leur livre qu'ils ont fait, qui s'en définit notre société de consommation. Alors, on va reprendre ces thèmes globaux-là, on va les remettre dans notre quotidien. Puis justement aussi, on parlait de défis, essayer de trouver des solutions collectives à ces enjeux de société-là. Oui. Merci beaucoup, Louis, de nous éclairer sur certains volets de la SEV qui sont peut-être pas nécessairement connus, surtout l'aspect politisé, et sur la pauvreté, c'est sûr, à laquelle vous êtes confrontés. Ouais. Merci beaucoup, Louis, de ta présence. Merci. Ça me fait plaisir de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine ce podcast sur l'association coopérative en économie familiale. Je vous invite à voir ou à écouter les autres podcasts de cette série, Sortir de la boîte, sur le site Internet de la télévision communautaire des Bois-Francs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.